Ils l'ont traité de sang-sou, de moins que rien, une simple serveuse cherchant à toucher le pactole. Quand Harrison Sterling est entré dans ce tribunal, il ne voulait pas seulement un divorce. Il voulait effacer sa femme, Daisy, de l'histoire. Il s'est tenu devant le juge Holloway et a juré sous serment que Daisy n'avait jamais contribué une seule heure de travail à son empire de plusieurs millions de dollars. Il pensait avoir gagné. Il organisait déjà la fête pour célébrer sa victoire. Mais il avait oublié une chose. Le diable se cache dans les détails. Et quand le juge a ouvert la boîte des pièces à conviction et a vu la même écriture au bas de 10 ans de dossier confidentiel, le sourire narquois d'Harrison ne s'est pas seulement effacé. Il s'est brisé en 1000 morceaux. Voici l'histoire d'une serveuse qui a fait tomber un magnate sans dire un mot. La cloche au-dessus de la porte du restaurant de Lou, ouvert toute la nuit, a retenti. Son tintement a percé l'odeur de café brûlé et de bacon frit. Il était 23h15 un mardi, d'habitude l'heure la plus calme. Mais Daisy Linwood, techniquement Daisy Sterling, même si elle ne se sentait plus une Sterling depuis des années, n'a pas levé les yeux. Elle était trop occupée à gratter du sirop d'érable séché sur la table numéro 4. Daisy, tu as de la visite. Lou, le propriétaire, a grogné depuis le passe-plat. Il avait l'air nerveux. Lou n'avait jamais l'air nerveux. C'était un homme qui avait défié des voleurs armés avec une spatule. Daisy s'est essuyé les mains sur son tablier, repoussant une mèche de cheveux rebelle derrière son oreille. Ses pieds lui faisaient mal. Elle avait 42 ans, mais sous les dures lumières fluorescentes du restaurant, les cernes sous ses yeux la vieillissaient. Elle s'est tournée vers la porte, debout, l'air de sortir tout droit d'une séance photo pour GQ, se tenait Reginald P. Worthy. C'était l'homme de main personnel de Harrison, un avocat qui coûtait plus cher de l'heure que ce que Daisy gagnait dans 6 mois. Il portait un costume bleu marine à fines rayures qui coûtait probablement plus cher que le restaurant lui-même. Derrière lui se tenait un homme grand et silencieux, tenant une caméra. « Oh, Madame Sterling », a dit Reginald, sa voix dégoulinant d'une fausse politesse. Il n'a pas posé complètement le pied sur le linoléum graisseux, comme s'il craignait que cela ne dissolve les semelles de ses chaussures Oxford. « Reginald », a dit Daisy, la voix ferme. « Si Harrison veut ses clubs de golf, je lui ai dit qu'ils sont dans le garde-meuble. Il ne s'agit pas de clubs de golf, Daisy. » Reginald a claqué des doigts. L'homme à la caméra l'a levé, la lumière rouge clignotant. Reginald a plongé la main dans sa maillette et en a sorti une épaisse enveloppe Kraft. Il s'est approché de la table 4 et l'a laissée tomber là où elle venait de nettoyer. « Pluck, vous avez reçu une assignation » a annoncé Reginald, projetant sa voix pour que les 3 camionneurs dans le coin du fond puissent l'entendre. Harrison a demandé le divorce pour différents irréconciliables. Et vu les circonstances, il dépose une requête en jugement sommaire concernant la répartition des biens. Daisy n'a pas touché l'enveloppe. Jugement sommaire, qu'est-ce que ça veut dire, Reginald? Reginald a eu un sourire narquois. Ça veut dire qu'Harrison conteste le contrat de mariage. Il revendique la propriété exclusive de Sterling et associés. Il demande au tribunal de vous accorder 0 pension alimentaire, au motif que vous n'avez rien apporté au mariage ou à l'entreprise. Le restaurant est devenu silencieux. Même la friteuse semblait avoir cessé de grésiller. « Rien », a murmuré Daisy. Le mot avait un goût de cendre. « Allons, Daisy », Reginald a ricané, regardant autour de lui le restaurant délabré. « Regardez-vous, vous êtes une serveuse. Harrison est l'un des stratèges d'entreprise les plus puissants de New York. Vous servez du café, il sert la justice. Le scénario est tout trouvé. Il a bâti l'empire. Vous n'avez fait que vivre dans la maison. » Reginald s'est penché, son parfum couvrant l'odeur de bacon. « Il vous propose un arrangement. La Honda Civic de 2016 et 10 000 $. Acceptez et nous n'aurons pas à vous humilier au tribunal. » Daisy a regardé l'enveloppe, puis elle a regardé la caméra. Finalement, elle a regardé Reginald droit dans les yeux. « Il pense que je n'ai jamais travaillé ?» a-t-elle demandé. « Il sait que vous n'avez jamais travaillé, du moins pas sur ce qui compte. » Daisy a ramassé l'enveloppe. Elle était lourde. « Dites à Harrison que je le verrai au tribunal. Et Reginald, dites-lui de vérifier les archives. » Reginald a éclaté de rire, un son rauque et aboyant. « Il n'y a pas d'archives pour les serveuses, Daisy. » Il a tourné les talons et est sorti, son caméraman sur ses talons. Daisy est restée figée au milieu du restaurant. « Ça va, ma petite ?» a demandé Lou doucement. Daisy a baissé les yeux sur ses mains. Elles étaient gercées par le liquide vaisselle et tremblaient de rage.
Elle s'est souvenue des nuits. Pas de les nuits passées à servir du café, mais les nuits passées penchées sur un bureau en acajou, un stylo rouge à la main. Pendant ce temps, Harrison ronflait sur le canapé, trop ivre ou trop stupide pour comprendre les documents complexes de fusion qu'il devait présenter le lendemain matin. Je vais bien, Lou, a dit Daisy, sa voix se durcissant comme de l'acier. Je dois passer un coup de fil et je dois trouver une boîte de vieilles déclarations d'impôts. Pour comprendre l'audace pure et simple de la déclaration d'Harrison Sterling, il faut remonter 15 ans en arrière, avant l'appartement de luxe sur la 5e avenue, avant les articles dans Forbes et avant la maîtresse nommée Chloé, qui était assez jeune pour être sa fille. Harrison était un homme qui se noyait. Il avait 27 ans, fraîchement sorti d'une faculté de droit de second rang. Il avait une montagne de dettes et un père qui le traitait de déception. Il avait réussi à décrocher un poste d'avocat débutant dans un cabinet prestigieux grâce au népotisme, mais il était submergé par la charge de travail. Harrison avait du charisme, il était séduisant et il avait de l'ambition. Mais il lui manquait la seule chose dont un avocat a vraiment besoin, le souci du détail. Daisy l'a rencontré dans une bibliothèque. Elle n'était pas l'avocate. Elle n'avait même pas de diplôme universitaire. Elle avait abandonné ses études universitaires pour s'occuper de sa mère malade. Elle faisait des doubles services dans un restaurant pour payer les frais médicaux. Mais Daisy avait un esprit vif comme l'acier. Elle lisait des thrillers juridiques pour le plaisir. Elle faisait les mots croisés du New York Times au stylo en moins de 10 minutes. Harrison était en train de pleurer. Il pleurait vraiment, la tête posée sur une pile de documents. Dure soirée, avait-elle demandé, en déposant un livre sur le chariot de retour. Je vais me faire virer, avait gémi Harrison, la regardant avec des yeux injectés de sang. Je dois résumer ces 3000 pages de pièces pour la fusion Henderson avant 8 heures du matin. J'en suis à la page 50. La syntaxe. Ça n'a aucun sens. Daisy a jeté un œil à la page ouverte devant lui. Ce n'est pas la syntaxe. C'est une clause de responsabilité standard, mais elle est mal rédigée. Regardez, il cache la dette dans la société écran filiale. Harrison l'a dévisagé. Comment savez-vous ça? Je lis beaucoup, a-t-elle répondu en haussant les épaules. Et vous tenez la page à l'envers. Cette nuit-là, Daisy n'est pas rentrée chez elle. Elle s'est assise avec Harrison, elle a organisé les dossiers, elle a surligné les données cruciales, elle a pratiquement écrit le résumé pour lui. Quand il l'a présenté le lendemain matin, les associés étaient stupéfaits. Harrison a eu une promotion. Il l'a emmené dîner pour fêter ça. Ils se sont mariés 6 mois plus tard. Harrison lui a promis le monde. Nous sommes une équipe, Daisy, avait-il dit devant l'hôtel. Tu es le cerveau, je suis la vitrine. Nous allons construire quelque chose d'énorme. Et ils l'ont fait, ou plutôt, elle l'a fait. Pendant les 10 premières années de leur mariage, la routine était immuable. Harrison rentrait à 18 heures, se plaignant de ses clients, et jetait des dossiers sur la table de la salle à manger. Je n'y arrive pas, Daisy. C'est trop. Le contrat pour l'acquisition de la start-up technologique, c'est un vrai fouillis. Va prendre une douche, Harrison. Sers-toi un verre, disait-elle, en attrapant déjà le stylo rouge. Pendant que Harrison regardait le football ou sortait boire un verre pour réseauter avec des clients potentiels, Daisy travaillait. Elle restait assise à la table de la salle à manger et plus tard au bureau à la maison. Jusqu'à 3 ou 4 heures du matin, elle ne se contentait pas de relire, elle élaborait des stratégies. Elle a trouvé la faille qui a sauvé son plus gros client, Titanium Industries, d'une offre publique d'achat hostile. Elle a rédigé les accords de non-divulgation qui sont devenus la norme dans son secteur. Elle a organisé les systèmes de classement. Comme Harrison était notoirement désorganisé et radin au début, il refusait d'embaucher un assistant juridique ou une secrétaire. « Pourquoi payer quelqu'un alors que j'ai plus confiance en toi ?» disait-il, en l'embrassant sur le front avant d'aller se coucher. Il la laissait avec une pile de paperasse de plusieurs centimètres d'épaisseur. Mais il y avait un hic. Harrison était paranoïaque. Il ne voulait pas que le cabinet sache que sa femme, une serveuse sans diplôme, faisait son travail. Ça ruinerait son image de Golden Boy. « Signe juste en tant que témoin, lui a-t-il dit un soir, au début. C'est juste pour la conformité interne. Mets tes initiales en bas des formulaires d'admission pour que je sache qu'ils ont été vérifiés. C'est notre code. » Alors, elle l'a fait. Sur chaque formulaire d'admission de client, chaque ébauche de stratégie, chaque vérification de conformité et chaque registre de preuves scellées,
Elle a posé une petite signature élégante. DHL vérifié. Elle était le moteur invisible. Puis l'argent est arrivé. Des millions. Harrison a acheté les costumes, les voitures, l'appartement de luxe. Il a insisté pour que Daisy quitte le restaurant. Ça fait mauvais genre, a-t-il dit. Ma femme qui sert des hamburgers. Mais il ne l'a pas laissé rejoindre officiellement le cabinet. Tu n'as pas de la licence, Daisy. C'est illégal. Tu dois rester en retrait. Elle a accepté parce qu'elle l'aimait. Elle pensait qu'il construisait un avenir. Puis, il y a 6 mois, la dynamique a changé. Harrison a cessé de ramener du travail à la maison. Il a cessé de se plaindre. Il est devenu froid, distant. Il a commencé à cacher son téléphone. Daisy a d'abord trouvé les reçus de cartes de crédit, des bijouteries, des hôtels. Puis, elle a trouvé les textos de Chloé, une assistante juridique de 24 ans qu'il avait finalement embauchée. Quand elle l'a confronté, Harrison ne s'est pas excusé. Il a ri. Tu es de l'histoire ancienne, Daisy. Tu es ennuyeuse. Tu restes assise dans cette maison toute la journée pendant que je suis dehors à conquérir le monde. C'est moi qui ai bâti ton monde, avait-elle hurlé. Toi, a ricané Harrison, tu es une serveuse que j'ai ramassée dans une bibliothèque. Tu n'as pas travaillé un seul jour de notre mariage. J'ai tout payé, la nourriture que tu manges, les vêtements que tu portes. Tu es une personne à charge, rien de plus. Le lendemain, il a bloqué ses cartes de crédit. Il a gelé les comptes joints. Daisy, sans aucune liquidité et avec trop de fierté pour mendier, est retournée au seul endroit qui l'accepterait sans explication sur son trou dans son CV. Le restaurant de Lou, ouvert toute la nuit. Elle a fait des doubles services, servant des œufs à des camionneurs, pendant qu'Harrison se préparait à la détruire au tribunal. Il croyait sincèrement à son propre mensonge. Il avait passé tant d'années à s'attribuer le mérite de son travail qu'il avait fini par oublier qu'elle le faisait. Il pensait que la magie opérait toute seule. Il se prenait pour un génie. De retour dans le présent, dans son petit studio loué, Daisy était assise par terre, entourée de boîtes en carton. Ce n'étaient pas les dossiers de son bureau. Il lui en avait interdit l'accès. C'étaient des boîtes à jeter. Harrison était un accumulateur de brouillons papier. S'il croyait qu'il fallait garder les originaux au sous-sol, au cas où le cloud tomberait en panne. Quand il l'a mise à la porte, il avait jeté des boîtes de ses affaires sur le trottoir. Il pensait que ce n'étaient que de vieux magazines et des recettes. Daisy a ouvert la première boîte. Elle sentait le moisi et le parfum de luxe. À l'intérieur, il n'y avait pas de vieillerie. C'étaient les brouillons de la fusion de Titanium Industries. Les notes manuscrites étaient les siennes. Les corrections étaient des siennes. Et là, au bas de la page de garde privée et confidentielle, à l'encre bleue légèrement passée, se trouvait cette petite écriture élégante. Vue et vérifiée par D.L. Daisy. Elle a pris un autre dossier et un autre. Elle a sorti son téléphone et a composé un numéro. Ce n'était pas un avocat de renom. Elle n'en avait pas les moyens. C'était un homme nommé Sal, un avocat spécialisé en contrat à la retraite qui mangeait au restaurant tous les jeudis et laissait toujours 5 $ de pourboire pour un café à 4 $. Il détestait les tyrans. Sol, a dit Daisy, la voix tremblante d'adrénaline. C'est Daisy, du restaurant de Lou. Vous vous souvenez m'avoir dit de vous appeler si j'avais besoin d'un conseil juridique? Je m'en souviens. La voix rauque de Sal a retenti. Je vais avoir besoin que vous me représentiez contre Harrison Sterling. Sal a sifflé. C'est un gros requin, Daisy. Tu as un appât? Daisy a regardé la montagne de papier étalée sur son sol. Des milliers de documents, chacun portant sa marque sur la propriété intellectuelle qu'Harrison prétendait être uniquement la sienne. Sal, dit-elle, avec un sourire froid et dangereux qu'Harrison n'avait jamais vu. Je n'ai pas seulement l'appât. J'ai le bateau tout entier. Sal Berkowitz vivait dans une maison de grès à Brooklyn qui sentait le vieux tabac à pipe et la poussière. C'était le genre d'endroit où le temps semblait s'être arrêté en 1995. Les livres étaient empilés en tours qui atteignaient le plafond, des tours qui défiaient la gravité et les normes anti-incendie. Quand Daisy est arrivée avec 3 bacs en plastique attachés à un diable qu'elle avait emprunté au restaurant, Saul n'a pas proposé de l'aider à les porter. Il a juste tenu la porte ouverte, ses bretelles tendant une chemise à carreaux qui avait connu des jours meilleurs. Table de cuisine, a grogné Saul en montrant avec sa canne. Pousse le chat. Daisy a passé l'heure suivante à tout organiser. Elle a étalé les documents, non pas par date, mais par affaire.
La fusion de Titanium Industries, le litige de la succession Redwood, le conflit de Brevet O'Malley. Saul a préparé du thé. Il était amer, servi dans des tasses ébréchées. Il s'est assis, a ajusté ses épaisses lunettes à double foyer et a pris le premier dossier, le mémoire Redwood de 2014. La pièce est restée silencieuse pendant 20 minutes. Le seul bruit était le froissement du papier et le tic-tac d'une horloge de grand-père dans le couloir. Finalement, Saul a levé les yeux. Le scepticisme qui habitait son regard depuis que Daisy l'avait appelé avait disparu. Il était remplacé par autre chose. La peur. Daisy, dit-il, sa voix baissant d'une octave. Vous n'avez pas seulement relu ces documents. Vous ne les avez pas seulement corrigés pour les fautes d'orthographe. Non, dit Daisy doucement, fixant ses mains enroulées autour de la tasse chaude. Harrison il était doué pour parler. Il aurait pu vendre de la glace à un Esquimau. Mais le droit, la logique, il n'arrivait pas à suivre le fil. Il se perdait dans les sous-clauses. Je devais tout lui schématiser. Saul a tapoté un paragraphe à la page 42. Cette citation ici, la référence à l'affaire Dolry Map contre Ohio concernant l'exclusion de preuves dans une affaire de confiscation d'actifs civils. C'est obscur, c'est brillant. Harrison Sterling n'a pas écrit ça. J'ai entendu Harrison plaider au tribunal. L'homme parle en gros titres, pas en notes de bas de page. C'est moi qui l'ai écrit, a confirmé Daisy. Il était 2h30 du matin. Il était évanoui sur le tapis. Nous avions une échéance à 8h30. Si nous la manquions, le cabinet aurait perdu le contrat. Saul a enlevé ses lunettes et s'est frotté les yeux. Vous réalisez ce que vous avez fait, ma petite. Vous n'avez pas seulement été une épouse solidaire. Vous avez exercé le droit sans licence pendant 15 ans. Si cela se sait, Harrison sera radié du barreau. Mais vous pourriez aussi avoir des ennuis. Je m'en fiche, a dit Daisy, la voix tremblante mais le menton haut. Il dit que je suis une sang-zu, Saul. Il a dit au tribunal que je restais sur le canapé à manger des chocolats pendant qu'il se cassait le dos. Il veut me laisser sans rien. Je ne veux pas de son argent. Je veux la vérité. Saul s'est levé et s'est dirigé vers la fenêtre, regardant la rue pluvieuse. La vérité est une chose délicate dans un tribunal de divorce, Daisy. Le juge Holloway est un puriste de la vieille école. Il déteste le théâtre. Il adore les traces écrites. Saul s'est retourné vers la table. Vous dites que vous les avez signés? Des initiales, a dit Daisy. DL. Juste un petit gribouillis, Harrison a insisté. Il a dit que c'était pour le suivi interne, pour s'assurer qu'il ne mélangeait pas les brouillons que j'avais corrigés avec les versions brutes. Saul a pris une loupe, une vraie loupe, et a examiné le coin inférieur d'une page jaunie. Là voilà, a-t-il murmuré. Vu et vérifié par DL. Il a regardé Daisy. Sait-il que vous avez ça? Non. Il pense que c'est à la poubelle. Il les a jetés quand il a rénové le bureau pour Chloé. Il a dit qu'il voulait une esthétique minimaliste. Saul a souri. C'était un sourire lent et prédateur qui a révélé une dent en or. L'arrogance. C'est toujours l'arrogance qui tue le roi. Pendant ce temps, de l'autre côté de la ville, Harrison Sterling se tenait dans son bureau au 40e étage de l'immeuble Sterling et Associés. La vue sur Manhattan était à couper le souffle, une mer de lumière qu'il sentait lui appartenir. Reginald P. Worthy était assis sur le canapé en cuir, faisant défiler une tablette. La requête est déposée, Harrison, dit Reginald d'un air ennuyé. Nous avons gelé son accès à la maison des Hampton. Nous avons bloqué les comptes joints. Elle travaille actuellement dans un boui-boui du Queens. C'est pathétique, vraiment. L'image est parfaite pour nous. Un homme riche qui a dépassé sa femme simple. Le juge lui donnera une misère et la renverra chez elle. Harrison a fait tourner le scotch dans son verre. Assure-toi qu'elle n'est pas la Jaguar. Je l'ai promise à Chloé. Elle n'aura pas la Jaguar, l'a rassuré Reginald. Elle n'aura même pas la cafetière si tu ne veux pas. Mais, Harrison, je dois te demander, a-t-elle quelque chose contre toi, un moyen de pression? Harrison a ri. C'était un rire profond et sonore qui avait charmé les jurys pendant une décennie. Un moyen de pression? Daisy? Il a pris une gorgée. Reggie, cette femme a à peine fini ses études. Elle ne sait pas comment tenir un chéquier, encore moins de monter un dossier juridique. C'est un fantôme. C'est moi qui l'ai inventé. Sans moi, elle n'existe pas. Il s'est dirigé vers son bureau, où un nouvel écran d'ordinateur élégant bourdonnait. Il a cliqué sur un dossier intitulé « Vieilles archives ».
Juste pour être sûr, a dit Harrison. Je fais effacer les métadonnées des anciens serveurs en nettoyant l'historique des modifications des documents de 2010 à 2020. Table raise. Intelligent, a hoché la tête Reginald. Pas de traces numériques. Harrison a appuyé sur supprimer. Il a regardé la barre de progression se remplir. 100% disparu. Harrison a souri. Maintenant, elle n'a vraiment jamais travaillé un seul jour de sa vie. Il ne savait pas que les fantômes de papier étaient assis sur une table de cuisine à Brooklyn, triés par un homme qui n'avait pas perdu une affaire depuis 1989. 3 semaines plus tard, l'atmosphère dans la salle de conférence de Worthy, Penter et associés était assez froide pour conserver de la viande. La pièce était agressivement moderne, tout en verre, chrome et marbre blanc. Elle était conçue pour intimider. Daisy était assise d'un côté de l'immense table, vêtue d'un blazer anthracite qu'elle avait acheté dans une friperie pour 12 $. Elle l'avait repassé 3 fois. Ses mains étaient jointes sur ses genoux, cachant le fait que ses jointures étaient blanches. À côté d'elle était assis Saul. Dans cette série de réunion étincelante, Saul ressemblait à une relique. Il portait un costume beige froissé, légèrement trop grand, et il déballait lentement un bonbon au caramel. Le bruit du papier semblait résonner comme un coup de feu dans le silence. De l'autre côté de la table se trouvaient Harrison et Reginald. Harrison était impeccable dans un costume 3 pièces anthracite, les cheveux parfaitement coiffés. Il refusait de regarder Daisy. Il fixait un poing sur le mur juste au-dessus de sa tête. Son expression était celle d'un ennui agacé. Une sténographe judiciaire était assise au bout de la table, les doigts planant au-dessus de sa machine. Un vidéaste se tenait prêt. L'audience est ouverte, a annoncé Reginald, sa voix douce et huileuse. Ceci est la déposition de Harrison Sterling dans l'affaire Sterling contre Sterling. Reginald s'est penché en arrière, joignant ses doigts. Maître Berkowitz, vous pouvez commencer. Saul a fini de mâcher son bonbon. Il a bu une lente gorgée d'eau. Il a ajusté ses lunettes. Il avait l'air confus, comme s'il ne savait pas vraiment pourquoi il était là. Bien, a dit Saul de sa voix rauque. Monsieur Sterling, bonjour. Harrison a fait un signe de tête sec. Maître Berkowitz, faisons vite. J'ai un déjeuner d'affaires à 13 heures. Bien sûr, bien sûr. Un homme occupé, a marmonné Saul. Il a brassé quelques papiers, des feuilles blanches pour la plupart. Bon, au cœur de votre plainte, vous affirmez que votre femme, Daisy, n'a apporté aucune contribution significative à l'acquisition des biens matrimoniaux. Est-ce exact? C'est exact, a dit fermement Harrison. Aucune contribution financière. Aucune. Elle était femme au foyer. Et aucune contribution intellectuelle, a demandé Saul, regardant par-dessus ses lunettes. Harrison a ricané, un petit souffle dédaigneux. Intellectuelle? Ma femme est une serveuse, maître Berkowitz. Son expertise réside dans la mémorisation des menus, pas dans le droit des sociétés. Reginald a souri. Daisy a senti une bouffée de chaleur lui monter au cou, mais elle s'est souvenue des instructions de Saul. Ne réagis pas. Laisse-le creuser. Je vois, a dit Saul en écrivant quelque chose lentement. Donc, le cabinet, Sterling et Associés, vous l'avez construit seul? Entièrement, a dit Harrison. Avec mon sang, ma sueur et mes larmes. J'ai travaillé 18 heures par jour pendant des années. 18 heures, a répété Saul. C'est beaucoup. Faisiez-vous toute la rédaction vous-même? Au début. Oui, je n'avais pas le budget pour du personnel de soutien. Et la fusion de Titanium Industries en 2012, a demandé Saul. Il n'a pas regardé ses notes. Il a juste regardé Harrison. Harrison a cligné des yeux. Quoi à ce sujet? C'est l'affaire qui vous a fait connaître, n'est-ce pas? C'était une victoire historique. Harrison a acquiescé, la poitrine légèrement bombée. J'ai trouvé un précédent dans la loi sur les télécommunications de 1998 qui nous a permis de contourner les restrictions sur les monopoles. Vous l'avez trouvé? A demandé Saul. Oui, j'ai passé 3 nuits dans la bibliothèque de Drouet à le déterrer. Daisy a fermé les yeux une seconde. Elle se souvenait de ces 3 nuits. Harrison était à un enterrement de vie de garçon à Vegas. C'est elle qui était dans la bibliothèque, avec une fièvre de 39, cherchant désespérément une faille parce qu'il l'avait appelé en hurlant qu'il allait perdre le client. Et la rédaction de l'accord final, a insisté Saul, la syntaxe était très spécifique, très complexe. J'ai un style d'écriture unique, a menti Harrison avec aisance.
J'ai rédigé chaque mot de cet accord. Vraiment? Saul a plongé la main dans sa maillette cabossée. Il n'a pas encore sorti le dossier. Il a juste laissé sa main à l'intérieur. Et vous jurez sous serment que personne d'autre, ni un assistant juridique, ni un stagiaire, et certainement pas votre femme, n'a participé à la recherche, à la rédaction ou à la vérification de ce document? Reginald s'est penché en avant. Il sentait un piège, mais il ne le voyait pas. Objection. Question déjà posée et répondue. Monsieur Sterling a déjà déclaré qu'il a fait le travail. Je clarifie juste, a dit Saul innocemment, parce que le parjure est une sale affaire, Harrison. Je détesterais que vous ayez un trou de mémoire. Harrison s'est penché sur la table, ses yeux froids et durs fixés sur Daisy. Je n'ai pas de trou de mémoire, vieil homme. C'est moi qui l'ai écrit. Daisy regardait probablement la télé-réalité pendant que je le faisais. Elle ne comprend pas ce niveau de travail. Elle ne l'a jamais compris. Daisy a levé les yeux. Elle a croisé son regard. Pour la première fois depuis des mois, Harrison a vu quelque chose dans ses yeux qui l'a déstabilisé. Ce n'était pas de la tristesse. Ce n'était pas de l'amour. C'était de la pitié. D'accord, a dit Saul. Il a retiré sa main de la mallette, vide. Passons à l'affaire du brevet O'Malley. 2015. Vous avez gagné sur un vice de forme concernant l'horodatage du dépôt. Qui a remarqué l'erreur d'horodatage? 6 mois, a dit Harrison. Plus vite cette fois. J'ai l'œil pour le détail. L'œil pour le détail, a répété Saul. Intéressant, parce que dans votre demande de divorce initiale, vous avez mal orthographié votre propre deuxième prénom. Harrison a rougi. C'était une erreur de secrétariat. Donc, vous comptez sur les autres pour la paperasse. Pour des trivialités, pas pour la stratégie juridique, a sèchement répondu Harrison. Il perdait son sang-froid. Le vernis du Golden Boy se fissurait. Saul a continué pendant 2 heures. Il a passé en revue 10 ans de la carrière d'Harrison, affaire par affaire, document par document. Et à chaque fois, Harrison a revendiqué le crédit unique et absolu. Il a effacé Daisy de chaque nuit blanche, de chaque percée, de chaque catastrophe évitée. Il a brossé le portrait d'un génie solitaire portant le poids mort d'une femme paresseuse. À la fin, Harrison transpirait. Pas de peur, il pensait toujours qu'il gagnait, mais de l'effort de maintenir le mensonge. Nous avons terminé, a dit Reginald en claquant son carnet. Vous pêchez à la ligne, Berkowitz. Vous n'avez rien. Mon client a établi qu'il est le seul générateur de richesse. Nous attendons un accord de règlement d'ici vendredi, où nous vous verrons au procès. Reginald s'est levé. Harrison s'est levé, boutonnant sa veste. Harrison a contourné la table jusqu'à l'endroit où Daisy était assise. Il s'est penché près de son oreille. « Tu aurais dû prendre les 10 000 $, Daisy, a-t-il chuchoté. Maintenant, tu vas te retrouver avec des frais de justice que tu ne peux pas payer et une vie que tu ne peux pas te permettre. Retourne au restaurant. C'est ta place. » Daisy n'a pas bronché. Elle a attendu qu'il se recule. « Harrison, dit-elle doucement. »« Quoi? » a-t-il sèchement répondu. « Tu te souviens du stylo bleu? » Harrison a froncé les sourcils. « Quoi? Le stylo Pilot J, 2 bleus 0,7 mm. Tu les as toujours détestés. Tu n'utilisais que de l'encre noire. Des stylos plumes Mont-Blanc. Qui se soucie des stylos? A ricané Harrison. Moi, a dit Daisy. J'y tiens vraiment, vraiment beaucoup. Harrison a levé les yeux au ciel et est sorti en trombe. Reginald le suivait comme un chien fidèle. Quand la porte s'est refermée, la pièce est tombée dans le silence. Saul a poussé un long et lourd soupir et a déballé un autre caramel. Eh bien, a dit Saul en mettant le bonbon dans sa bouche, il a mordu à l'hameçon, avec la ligne et le plomb. Il a menti sur tout, a dit Daisy, la voix tremblante d'adrénaline. Il a menti sur l'affaire Titanium. Il a menti sur le mémoire Redwood. Il a tout consigné dans le procès-verbal. C'est sûr, a dit Saul en tapotant la pile de papier devant lui. Et maintenant, on le laisse croire qu'il a gagné. On le laisse se mettre à l'aise. On le laisse entrer dans ce tribunal en pensant qu'il est le don de Dieu à la jurisprudence. Saul a regardé Daisy. « Tu es prête pour le plat de résistance, ma petite? Parce qu'une fois qu'on aura déposé ces boîtes sur le bureau du juge Holloway, il n'y aura pas de retour en arrière. Tu vas réduire sa réputation en cendres. » Daisy a regardé la chaise vide où son mari s'était assis, mentant avec une telle aisance. Elle a pensé aux années de silence, aux années passées à être la petite femme en arrière-plan. « Brûlez-la, a dit Daisy. Brûlez tout. » La semaine avant le procès, Harrison Sterling a organisé un dîner.
Il a eu lieu dans la salle à manger privée de Le Coucou, un endroit où les serviettes étaient en lin et l'eau importée de glaciers qui n'existait plus. Il était entouré de ses sycophantes, de jeunes associés, d'investisseurs potentiels et bien sûr de Chloé. Chloé était magnifique dans une robe rouge qui coûtait plus cher que toute la garde-robe de Daisy, mais elle avait l'air de s'ennuyer. Elle faisait défiler Instagram sous la table. À la liberté, apporter un toast Harrison en levant un verre de Dom Pérignon millésimé. Et à la suppression du superflu. La table rit. C'était un rire cruel et complice. Tout le monde savait qui était le superflu. Alors, l'audience est ce mardi prochain? A demandé Brad, un gestionnaire de fonds spéculatif au sourire prédateur. Va-t-elle accepter un arrangement? Elle est têtue, a soupiré Harrison, jouant le rôle du génie assiégé. Elle a engagé un avocat de bas étage, Berkowitz ou Berkeley, je ne me souviens plus. Le type a l'air de dormir dans sa voiture. Ils essaient de faire traîner les choses en espérant que je ferai un chèque juste pour qu'ils me laissent tranquille. Mais j'ai des principes, Brad. On ne paie pas pour un travail qui n'a pas été fait. Amen, a dit Brad. Juste à ce moment-là, le téléphone d'Harrison a vibré. C'était une notification par email d'un client, Tech Venture. Harrison la close dans le projet d'acquisition concernant la rétention de la propriété intellectuelle est manquante. Nous en avons discuté. Règle ça d'ici demain matin ou l'affaire est morte. Harrison a froncé les sourcils. Il s'est tourné vers Chloé. Chérie, tu n'as pas ajouté la clause de rétention de la propriété intellectuelle au dossier Tech Venture? J'ai laissé le post-it sur ton bureau. Chloé a levé les yeux, clignant des paupières. Oh, je pensais que c'était une suggestion. Le langage était si ennuyeux, je ne pensais pas que c'était important. Harrison a senti une veine palpiter sur sa tempe. C'est important, Chloé. C'est la raison principale pour laquelle ils achètent l'entreprise. Eh bien, ne me crie pas dessus, a-t-elle boudé. Fais-le toi-même. C'est toi le génie, non? Harrison l'a dévisagé. Pendant une fraction de seconde, le parfum, la jeunesse et l'adoration se sont estompés et il a senti un pincement froid et creux dans sa poitrine. Il s'est souvenu de 2011, la fusion Garrison. Il avait oublié une clause similaire. Daisy n'avait pas attendu qu'on le lui demande. Elle n'avait pas boudé. Elle avait réécrit toute la section pendant qu'il était sous la douche, l'avait placée dans sa maillette et avait simplement murmuré « Vérifie la page 12 » alors qu'il sortait. Il a chassé ce souvenir. Daisy, c'était le passé. C'était une serveuse. Ce n'était qu'un contretemps. « Je m'en occupe », a sèchement répondu Harrison, vidant son verre. « Reginald, sommes-nous prêtes pour mardi? » Reginald P. Worthy était occupé à couper un morceau de steak. Complètement. Nous avons reçu leur communication de preuve ce matin. Et rien, a mâché Reginald avec dédain. C'est 4 classeurs. Probablement juste des lettres de recommandation de ses amis du restaurant et quelques histoires larmoyantes sur les factures médicales de sa mère. Je n'ai pas perdu d'heures facturables à lire son journal intime. Nous objecterons pour non-pertinence et tout sera rejeté avant le déjeuner. Harrison a souri. Parfait. Écrasons-les. À 5 kilomètres de là, dans le bureau exigu et poussiéreux de Saul Berkowitz, l'atmosphère était très différente. Il n'y avait pas de champagne. Il y avait des plats chinois à emporter froid et le bourdonnement d'une imprimante laser qui semblait mourir d'emphysème. Daisy faisait les 100 pas. Elle avait mémorisé chaque document, chaque date, chaque mensonge. Mais la peur était un poids physique dans son estomac. « Il va les charmer, Saul, dit-elle, s'arrêtant devant la fenêtre qui donnait sur un mur de briques. Tu sais comment il est. Il entre dans une pièce et la température change. Il va me faire passer pour une ex-femme folle. » Saul était assis dans son fauteuil en cuir, qui tenait avec du ruban adhésif. Il polissait ses lunettes avec une cravate qu'il ne portait pas. « Laisse-le charmer, dit doucement Saul. Le charme, ça ne coûte pas cher, Daisy. Les preuves, si. Harrison a l'habitude de gagner parce qu'il contrôle le récit. Il parle vite, il utilise de grands mots, et les gens supposent qu'il a raison parce qu'il est riche. Mais le juge Percival Holloway, Saul a eu un petit rire sec et rauque. Holloway a 72 ans. Il a la goutte, il déteste les menteurs, il déteste perdre son teint. Il se fiche du charme, il se soucie du papier. Saul s'est levé et s'est dirigé vers les 4 classeurs posés sur son bureau. Ils n'étaient pas étiquetés Journal intime. Ils étaient étiquetés pièces à azote. Nous ne leur avons pas tendu d'embuscade, Daisy,
a dit Saul en tapotant les classeurs. Nous avons suivi les règles. Nous leur avons tout envoyé. Chaque page où tu as corrigé ces erreurs. Chaque fois que tu as signé DL. Si Reginald était un bon avocat, il aurait ouvert ses classeurs, vu ce qu'il y avait à l'intérieur, et nous aurait appelé 10 minutes plus tard en suppliant de régler pour la moitié de l'empire de Harrison. Daisy a regardé les classeurs, mais il n'a pas appelé. Non. Saul a souri, sa dent en or captant la lumière de la lampe de bureau. Parce qu'il est arrogant, il suppose qu'une serveuse n'a rien à dire. C'est leur faille fatale, ma petite. Ils ne te voient pas. Ils ne t'ont jamais vu. Saul lui a tendu un dossier. Rentre chez toi, prends un peu de repos. Demain, tu ne portes pas l'uniforme de serveuse. Demain, tu portes le costume. Je n'ai pas de costume, a murmuré Daisy. Saul a attrapé une housse à vêtements derrière son bureau. Ma fille, elle fait à peu près ta taille. Elle est procureure à Chicago. Elle a laissé ça la dernière fois qu'elle est venue. C'est bleu marine. C'est une armure. Porte-la. Daisy a pris de la housse, ses yeux se sont embués. Merci, Saul. Ne me remercie pas tout de suite, a grogné Saul en se rasseyant et en prenant un rouleau de printemps. Remercie-moi quand Harrison Sterling oubliera comment parler français. Le bâtiment de la Cour suprême de l'État de New York était imposant, une forteresse de pierre grise conçue pour que tous ceux qui y entraient se sentent petits. Le mardi matin était gris et pluvieux. Harrison est arrivé dans un Vios noir. Il est sorti, flanqué de Reginald et de deux jeunes associés. Il portait un costume bleu marine, une chemise blanche impeccable et une cravate qui projetait le pouvoir et la stabilité. Il a salué un photographe qu'il avait lui-même prévenu. Daisy est arrivée 10 minutes plus tard dans un taxi jaune. Elle est sortie dans une flaque d'eau. Elle portait le costume bleu marine que Saul lui avait donné. Il lui allait parfaitement. Elle avait ramené ses cheveux en un chignon sévère et élégant. Elle ne portait pas de maquillage, juste ses lunettes. Elle ne ressemblait pas à une serveuse. Elle ressemblait à une directrice générale. Harrison l'a vue dans le couloir devant la salle d'audience 4B. Il s'est arrêté, ses yeux la scrutant de haut en bas. Un instant, il a semblé confus. « Joli costume », a-t-il ricané en la dépassant. « Tu l'as loué ?»« Bonjour, Harrison », a dit calmement Daisy. Sa voix n'a pas tremblé. L'intérieur de la salle d'audience était lambrissé et sentait la cire à parquet. Le juge Percival Holloway était assis sur son banc comme une gargouille. C'était un petit homme avec des sourcils blancs broussailleux et un air renfrogné permanent. Il brassait des papiers, l'air déjà agacé de devoir être là. Affaire numéro 4492B, Sterling contre Sterling, a annoncé l'huissier. Reginald s'est levé en boutonnant sa veste. « Prêt pour le demandeur, votre honneur. Prêt pour la défenderesse, a dit Saul d'une voix rauque, sans même se lever complètement. Levant juste une main. Déclaration liminaire, a grogné le juge Holloway. Soyez bref, j'ai une audience de détermination de la peine à 15 heures. Reginald s'est avancé au centre de la pièce. Il n'utilisait pas de notes. Il était lisse, entraîné. Votre honneur, cette affaire est simple. Il s'agit d'un homme qui a bâti un empire par son génie et sa ténacité, et d'une femme qui a profité des fruits de ce travail sans y avoir semé une seule graine. Nous ne sommes pas ici pour punir Madame Sterling. Nous sommes ici pour nous assurer que la justice reflète la réalité. Et la réalité, c'est que Harrison Sterling est le seul architecte de Sterling et associé. Madame Sterling était une partenaire domestique, oui, mais une partenaire commerciale, absolument pas. Reginald s'est assis, l'air satisfait. Saul s'est levé. Il s'est approché lentement du pupitre, s'appuyant sur le bois. « Votre honneur, a dit Saul, la voix éraillée. Nous sommes d'accord avec Maître Worthy sur un point. Cette affaire concerne l'architecte de Sterling et associé. Nous ne sommes simplement pas d'accord sur l'identité de cet architecte. » Harrison a ricané de manière audible depuis sa table. Le juge Holloway lui a lancé un regard acéré. « Appelez votre premier témoin, a ordonné le juge. Harrison s'est présenté à la barre. Pendant l'heure qui a suivi, Reginald a mené Harrison à travers un récit répété. Harrison était charmant. Il était humble. Il a parlé des nuits blanches des débuts. « Je me souviens de l'affaire Titanium », a dit Harrison, regardant sincèrement le juge. « 2012, la pression était immense. Je suis resté debout 3 jours d'affilée à rédiger les clauses de responsabilité. Je savais que si je manquais une seule virgule, l'affaire tomberait à l'eau. Ma femme, elle dormait. Je ne lui en voulais pas. Ce n'était pas son monde.
Et vous avez fait ce travail entièrement seul, a demandé Reginald. Entièrement, a dit Harrison. Je suis le seul à avoir l'habilitation et la capacité de gérer ces dossiers. Merci. Pas d'autres questions. Le juge Holloway s'est tourné vers Saul. Contre-interrogatoire, maître Berkowitz. Saul s'est levé. Il a pris un classeur, l'un des 4 qu'il avait placé sur la table d'épreuve. Il s'est approché lentement de la barre des témoins. Il ressemblait à un grand-père confus demandant son chemin. Monsieur Sterling, a commencé Saul, vous avez une mémoire très impressionnante. En effet, a dit Harrison se détendant. Ce vieil homme n'était pas une menace. Vous avez mentionné l'affaire Titanium, 2012. Une affaire historique. Vous avez dit que vous aviez rédigé les clauses de responsabilité seul. C'est exact. Intéressant, a marmonné Saul. Il a ouvert le classeur. Parce que j'ai le brouillon original ici, pas la copie numérique, le brouillon physique, celui de vos archives. Harrison a légèrement froncé les sourcils. D'accord. Maintenant, en 2012, vous utilisiez un traitement de texte standard, mais vous étiez connu pour faire des modifications manuscrites dans les marges avant de finaliser, n'est-ce pas? Oui, mon processus est tactile. Bien. Tactile. Saul a sorti une page de la pochette en plastique. Pouvez-vous identifier ce document? Harrison a plissé les yeux. On dirait la page 40 du mémoire Titanium. C'est exact. Maintenant, regardez la marge. Il y a une note ici à l'encre bleue. Elle dit « Le paragraphe 4 est en conflit avec la section C. Supprimez ou nous exposons le client à une violation de la SECI. » Harrison a hoché la tête. « Oui, je me souviens d'avoir remarqué ça. Vous l'avez remarqué. » « Oui. » À l'encre bleue, Harrison a fait une pause. Il s'est souvenu du commentaire de Daisy pendant la déposition. Le pilot G2 bleu, mais il ne pouvait pas reculer maintenant. J'utilise de nombreux stylos, maître Berkowitz. Parfois, je perds mon Mont Blanc et je prends ce qui traîne. Je vois. Saul a tourné la page. Et cette note à la page 42, citation incorrecte. Utilisez le code 12 des États-Unis, 1998. Également à l'encre bleue. Également votre écriture. Oui, a dit Harrison, la voix tendue. C'est de mon écriture. J'étais pressé. C'est très soigné pour quelqu'un de pressé, a observé Saul. Il est retourné à sa table et a pris un autre morceau de papier. Monsieur Sterling, j'ai ici une carte d'anniversaire que vous avez écrite à votre mère en 2012. Diriez-vous que c'est un échantillon fidèle de votre écriture? Saul a remis la carte à l'huissier, qui l'a remise au juge. Le juge Holloway a regardé la carte, puis le document que Saul venait de soumettre. L'écriture sur la carte est assez saccadée, a noté Saul. Pointue. L'écriture sur le mémoire juridique est ronde, en boucle, presque féminine. Objection, a crié Reginald en se levant. Spéculation, analyse graphologique. Ce n'est pas. Je ne fais pas d'analyse, a interrompu Saul, sa voix perdant soudainement sa raucité pour devenir tranchante comme un rasoir. Je demande au témoin d'identifier son propre travail. Saul s'est retourné vers Harrison. Monsieur Sterling, vous avez juré sous serment que vous avez examiné chaque dossier pour la conformité interne, que vous étiez le gardien final. C'est ce que j'étais. Alors dites-moi, a dit Saul en sortant un nouveau document du classeur. Qu'est-ce que ce symbole en bas à droite de chaque page du mémoire Titanium? Il a placé le document sur le rétroprojecteur. Sur l'écran, agrandi pour que toute la salle puisse le voir, se trouvait le coin inférieur de la page. Là, dans cette même encre bleue passée, se trouvait une petite marque distincte, vue et vérifiée. DL. La salle est devenue silencieuse. DL, a lu Saul à haute voix. Maintenant, votre deuxième prénom est James. Vos initiales sont HGS. Qui est DL? Monsieur Sterling. Harrison a fixé l'écran. Sa bouche s'est asséchée. Il avait vu cette marque 1 millier de fois. Il lui avait dit de la mettre là. Juste pour que je sache que tu as vérifié. Il n'avait jamais pensé qu'elle serait vue par quelqu'un d'autre. Il pensait les avoir jetées. C'est juste un code de bureau, a balbutié Harrison. Ça veut dire dossier légal. C'est une catégorie de classement. Dossier légal. Saul a haussé un sourcil. Intéressant. Saul a tourné la page sur le projecteur. Vu et vérifié. DL. Il en a tourné une autre. Vu et vérifié. Del. Il a tourné 10 pages rapidement. Del. Vous avez beaucoup de dossiers légaux, Monsieur Sterling, et curieusement, ce code apparaît sur le mémoire Redwood.
Saul a claqué un autre dossier sur le projecteur. DL et le brevet O'Malley. Clac. DL et la fusion Henderson. Clac. D. Saul s'est approché de la barre des témoins. Il s'est penché. Harrison pouvait sentir la menthe poivrée du bonbon que Saul venait de prendre. Monsieur Sterling, a chuchoté Saul, mais le microphone a capté chaque mot. Est-ce que votre témoignage que dossier légal est un code de classement? Parce que si j'appelle un expert en graphologie à la barre, me diront-ils que dossier légal écrit son M exactement de la même manière que votre femme, exactement de la même manière que votre femme Daisy Linwood écrit le sien? Harrison s'est figé. Il a regardé Reginald. Reginald était pâle, fixant le classeur ouvert sur sa propre table, réalisant enfin ce qu'il avait ignoré. Harrison a regardé le juge. Le juge Holloway était penché en avant, ses lunettes perchées sur le bout de son nez, fixant l'écran. Le juge a regardé l'écran, puis Daisy, puis Harrison. L'expression sur le visage du juge n'était plus de l'ennui. C'était celle d'un homme qui venait de trouver un cafard dans sa soupe. A commencé Harrison, mais sa voix l'a trahi. Rappelez au témoin qu'il est sous serment, a aboyé le juge Holloway. Monsieur Sterling, a dit Saul, sa voix résonnant maintenant, avez-vous écrit la note à l'encre bleue ou est-ce que Daisy Linwood qui l'a écrite? Harrison s'est agrippé à la barre des témoins. S'il l'admettait, il était un parjure. S'il mentait, il était sur le point d'être prouvé parjure. Elle a peut-être relu certaines choses, a chuchoté Harrison. Relu? Saul a ri. C'était un son rauque et aboyant. Monsieur Sterling, je regarde la page 50 de l'acquisition de Tech Venture. Il y a tout un paragraphe barré et dans la marge, à l'encre bleue, il est écrit « Harrison, espèce d'idiot, c'est illégal dans l'Union européenne. Utilise la filiale luxembourgeoise. » Un hoquet de surprise a parcouru la salle d'audience. Même la sténographe a cessé de taper une seconde. Saul a pointé un doigt tremblant vers Harrison. Vous êtes-vous traité d'idiot dans les marges de votre propre mémoire juridique, Monsieur Sterling? Ou était-ce la serveuse au chômage qui sauvait votre carrière d'un procès international? La mâchoire d'Harrison est tombée. Il a regardé Daisy. Daisy était assise, parfaitement immobile. Elle ne souriait pas. Elle le regardait simplement. Son visage calme, serein et absolument terrifiant. Harrison a alors réalisé, avec une horreur grandissante, que les archives qu'il avait supprimées du serveur n'étaient rien. Les fantômes étaient réels et ils étaient tous écrits à l'encre bleue. Le silence qui a suivi la question de Saul était lourd, suffocant. Il flottait dans l'air comme de la fumée. Harrison Sterling, l'homme qui avait terrifié de jeunes associés et charmé des investisseurs milliardaires, semblait petit. Il a ouvert la bouche pour parler, mais aucun son n'est sorti. Il a regardé Reginald P. Worthy, son homme de main hors de prix. Reginald était occupé à fixer le plafond, se distançant de la zone d'explosion. A croissé Harrison. Il s'est éclairci la gorge. C'était un processus collaboratif. J'ai peut-être négligé l'étendue de sa contribution. Négligé? La voix du juge Holloway a retenti depuis le banc. Ce n'était pas un cri, c'était un grondement de tonnerre. Monsieur Sterling, vous êtes d'audience il y a moins d'une heure et avez témoigné que cette femme n'avait rien apporté. Vous l'avez traitée de serveuse. Vous avez revendiqué la paternité exclusive de documents qui portent clairement son écriture, ses corrections et ses codes de vérification. Le juge s'est penché sur le banc, ses yeux se plissant derrière ses lunettes. Et maintenant, je regarde un document où vous, le prétendu génie juridique, avez été corrigé sur un point de base du droit européen par votre faculté et vous avez accepté cette correction, ce qui signifie que vous saviez. Vous saviez qu'elle faisait le travail. Ce n'était pas autorisé, a crié Harrison, le désespoir lui serrant de la gorge. Elle a fouillé dans ma maillette, elle a falsifié des dossiers. Falsifié? Et calmement interjeté Saul. Harrison, vous avez signé ces brouillons. Vous les avez soumis au tribunal et à la SEC. Si elle les a falsifiés et que vous les avez signés sans vérifier, vous êtes incompétent. Si vous saviez qu'elle les avait écrits et que vous les avez signés en prétendant qu'ils étaient les vôtres, vous êtes un fraudeur. Lequel des deux? Harrison s'est figé. C'était le piège parfait. Il n'y avait pas de troisième porte. Harrison s'est affaissé. Le combat l'a quitté.
Il a regardé Daisy, espérant de la pitié, espérant qu'elle se souviendrait des bons moments, des débuts. Daisy s'est levée. Elle s'est avancée au centre de la pièce. Elle n'a pas regardé Harrison. Elle a regardé le juge. « Votre honneur, dit-elle, la voix claire et forte, je ne l'ai pas faite pour voler son entreprise. Je l'ai faite parce que je l'aimais. Je voulais qu'il réussisse. J'ai passé 15 ans à le construire, à corriger ses erreurs et à me cacher dans l'ombre pour qu'il puisse briller. Je ne voulais pas le crédit. Je voulais juste un partenaire. Mais il n'a pas vu un partenaire. Il a vu une servante. Elle s'est alors tournée vers Harrison. « Tu as demandé si j'avais loué ce costume, Harrison. Non. Je l'ai acheté avec les pourboires que j'ai gagnés en servant du café à des camionneurs, parce que c'est ce que je fais. Je travaille. J'ai toujours travaillé. C'est toi qui fais semblant. » Le juge Holloway a frappé son marteau. Bang! La Cour en a assez entendu, a déclaré le juge. Les preuves sont accablantes. Monsieur Sterling, votre requête en jugement sommaire est rejetée. De plus, sur la base des preuves de parjure et de la fausse déclaration des biens, j'accorde la demande reconventionnelle déposée par Maître Berkowitz. Le juge a pris un stylo. La Cour reconnaît une fiducie implicite. La propriété intellectuelle de Sterling et associés a été construite sur le travail de Mme Sterling. Par conséquent, la répartition des biens ne sera pas égale. Harrison a retenu son souffle. Mme Sterling se voit attribuer la maison conjugale, les liquidités des comptes joints et 60% des redevances futures des contrats Titanium, Redwood et O'Malley qu'elle a clairement rédigés. Objection et Queenie Reginald. Cela va mettre le cabinet en faillite. Alors peut-être que M. Sterling aurait dû rédiger de meilleurs contrats, a rétorqué le juge Holloway. De plus, je transmets la transcription de ce procès à l'ordre des avocats. Il pourrait être intéressé de savoir que M. Sterling a facturé à ses clients 900 $ de l'heure pour un travail effectué par un prête-plume non licencié, bien que très compétent. Le visage d'Harrison est devenu blanc. Ce n'était pas seulement l'argent, c'était sa licence, son identité. L'audience est levée. L'huissier s'est levé. Levez-vous. Harrison est resté assis, paralysé pendant que la salle se vidait. Reginald a rangé sa mallette et est parti sans un mot. Les sycophantes, les jeunes associés, les photographes, tous ont disparu. Daisy est sortie de la salle d'audience. Dans le couloir, Saul l'attendait. Il lui a tendu un bonbon au caramel. « Tu as bien fait, ma petite », a souri Saul. « Très bien. Qu'est-ce qui va lui arriver maintenant » a demandé Daisy. Il fait face à une audience de radiation du barreau et haussé les épaules Saul. Il trouvera probablement un arrangement. Il gardera peut-être le cabinet, mais il sera un paria. Les clients partiront. Le Golden Boy est terni. Daisy a pris une profonde inspiration. Elle a regardé par la fenêtre la pluie qui se calmait sur l'horizon de Manhattan. Pour la première fois en 15 ans, elle ne se sentait pas fatiguée. Elle ne se sentait pas invisible. « Je dois y aller, Saul, dit-elle. Retourner au restaurant. » Daisy a souri. Elle a sorti de sa poche une lettre qu'elle avait reçue ce matin. C'était une lettre d'acceptation de la faculté de droit de Columbia, un programme pour étudiants plus âgés. « Non, a dit Daisy. J'ai beaucoup à étudier, mais cette fois, j'obtiens le diplôme pour moi-même. » Elle a descendu le couloir, ses talons claquant sur le sol en marbre, laissant le fantôme de Harrison Sterling derrière elle. Elle n'était plus une serveuse. Elle n'était plus Madame Sterling, elle était Daisy, et elle ne faisait que commencer. Harrison Sterling a passé la décennie suivante à essayer de se reconstruire, mais la magie avait disparu. Sans Daisy pour corriger les détails, sa négligence l'a rattrapé. Il a perdu le compte Tech Venture. Il a perdu l'appartement de luxe. Aux dernières nouvelles, il travaillait comme consultant pour une compagnie d'assurance de taille moyenne dans le New Jersey, se plaignant à quiconque voulait bien l'écouter que son ex-femme lui avait volé sa vie. Daisy, de son côté, a obtenu son diplôme en tête de sa promotion. Elle a ouvert son propre cabinet, Linwood et Berkowitz, spécialisé en propriété intellectuelle et en droit de la famille. Elle est devenue connue comme l'avocate la plus redoutable de New York. Une femme qui vérifiait chaque note de bas de page, lisait chaque marge, et ne sous-estimait jamais la personne qui lui apportait son café, parce qu'elle connaissait la vérité. La personne qui sert à table pourrait un jour posséder l'immeuble. Harrison pensait qu'il pouvait l'effacer. Il pensait que parce qu'elle n'avait pas de titre, elle n'avait pas de pouvoir.
Il a appris à ses dépens que la personne la plus dangereuse dans la pièce n'est pas celle qui crie. C'est celle qui prend des notes. Qu'en pensez-vous? Harrison méritait-il de perdre sa licence? Ou est-ce que les 60% de dédommagement est insuffisant? Et auriez-vous eu le courage de tout recommencer comme Daisy? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Je les lis absolument tous. Si vous avez aimé cette histoire de vengeance servie bien froide, s'il vous plaît, appuyez sur le bouton j'aime. Ça aide vraiment la chaîne à se développer. Et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche des notifications pour ne jamais manquer une histoire. Nous publions de nouveaux épisodes chaque mardi et vendredi. D'ici là, gardez les yeux ouverts. On ne sait jamais qui tire vraiment les ficelles. Merci de votre écoute.